les critères astronomiques. Alors je vais vous rappeler des éléments d'astronomie qui sont connus, mais dont on ne voit, moi j'en ai jamais vu dans les documentaires sur l'Égypte, les documentaires sur Arte, France 2, on n'en parle jamais. Quand on se trouve devant le Sphinx, au moment du solstice d'été, le soleil vient se coucher entre les deux pyramides. C'est un truc connu, mais on n'en parle jamais à la télévision. Moi, j'ai jamais vu un documentaire qui parle de ça. Hormis peut-être documentaires faits par des amateurs comme moi, mais autre chose connue, toujours dans le même style, toujours devant le Sphinx, au moment de l'équinoxe, le soleil vient se coucher sur l'épaule du Sphinx et au pied de la pyramide de Képhren. Alors je vais vous montrer tout ça, maintenant on va faire une simulation avec un petit dessin que j'ai fait pour illustrer un peu ça, en essayant de creuser un peu plus. Alors, notre soleil, on a dit, voilà, coucher de soleil au solstice d'été. Il se trouve là, à l'équinoxe, comme ceci. Donc c'est pas tout à fait un axe est-ouest, parce qu'on a un dénivelé ici, on est à 20 mètres d'altitude, ici on est à 70 mètres à peu près. Et moi je me suis dit, tiens, mais le soleil, quand il passe sur la pointe, c'est quelle date? Donc ça se calcule, ça, il y a des logiciels, on peut faire ça sur Internet, c'est relativement faux. Voilà, il ne faut pas se tromper dans les différentes altitudes, donc il faut tenir compte du fait qu'on est à peu près à 20 mètres d'altitude ici, et puis que là on est à 70 mètres et qu'on a la hauteur de la pyramide, et donc ça se calcule. Et ça donne le 15 août et le 1er mai, c'est les deux moments où le soleil vient passer juste au-dessus de la pointe, comme ça là. Où la pointe, en fait, se trouve sur le centre du soleil. C'est les deux dates. Alors c'est marrant, c'est des dates pour nous dans notre calendrier, ça nous parle un petit peu quand même, 15 août et le 1er mai. Ici, 14 février, 25 octobre. Pareil, c'est des dates intéressantes. 14 février, ça nous parle dans notre calendrier, c'est la Saint-Valentin. Alors, bon, ce qui est intéressant, voilà, je me souviens que voilà, c'est une chose que Howard a expliqué dans les mégalithes, notamment entre le Grand Menhir brisé et le dolmen de Kerkado. Il explique que c'est un phénomène similaire, que le 14 février, c'est le moment où le soleil se trouve dans cet axe au moment de son lever. Et c'est important de signaler qu'effectivement, si on divise la saison d'hiver avec ce 14 février, ça nous fait 55 et 34 jours. Et ça, c'est deux nombres de la suite de Fibonacci. Et le rapport entre les deux, c'est 1,618, c'est le nombre d'or. C'est intéressant. Et ce que c'est intéressant aussi, c'est que j'ai regardé, mais du coup, ces dates, le 15 août, par rapport à cette date qui est une autre date importante chez les Égyptiens, c'est le 14 juillet. Alors, le 14 juillet, c'est pour eux le début ou la fin de l'année. Eux, ils ne fêtaient pas le 1er janvier, c'était le 14 juillet. Et puis, ils avaient 5 jours de fête, en gros, jusqu'au 19 juillet, puis ils repartaient pour un cycle de 360 jours. Et donc, je voulais regarder où se trouvait, en fait, le 15 août, est situé 32 jours après le 14 juillet et 56 jours après le solstice d'été. Et en fait, ce rapport 56-32, c'est un rapport 7 quarts. Et moi, je trouve ça intéressant parce que c'est le rapport qu'il y a entre le pied et la coudée royale en métrologie égyptienne. Parce que les Égyptiens, ils ont une coudée divisée en 7. 4 de ces parties donnent un pied, et les 7 parties donnent la coudée. Alors c'est un peu audacieux quand même comme réflexion, mais c'est pas fini, parce que la Lune, elle a deux couchers à ce moment-là particuliers, qui se produisent suivant un rythme qui n'est pas annuel, mais qui est sur 18 ans, un peu plus de 18 ans. Et ce rythme-là fait que la Lune vient se coucher dans son extrême au pied de la pyramide de Képhren, et dans son autre position extrême, au pied de la pyramide de Khéops. Alors je ne sais pas si vous vous rappelez le schéma qu'on a fait avec le musée, mais là, on a quelque chose un peu du même ordre. On a des lignes cette fois-ci qui ne sont pas dessinées par le toit du musée, mais par des visées astronomiques, simples, solaires et lunaires. Mais alors ça, par contre, ce n'est pas quelque chose qui va déterminer le lieu, parce que ce schéma-là, là, on pourrait le faire ici à Issoire. On pourrait faire 3 pyramides, on pourrait faire un sphinx, il faudrait juste qu'on choisisse les bons écarts entre les pyramides, les bonnes distances avec le sphinx. On pourrait s'amuser à refaire ça. On n'aurait pas tout à fait le même plan, mais on ferait une maquette qui serait ressemblante et on jouerait sur les distances et les proportions entre les monuments pour reproduire la même chose. Ce que je vous ai montré là, ça ne détermine pas pourquoi on est venu faire les pyramides ici. Mais
ça attire l'attention sur l'astronomie. Alors, pour déterminer pourquoi un lieu est important en astronomie, il y a plusieurs méthodes. Il y a un paramètre ici intéressant, c'est ce qu'on appelle la notion de rectangle solsticial que vous avez vu dans le film hier, Mégalithe, et que vous verrez demain pour ceux qui viennent demain. Mais ce choix-là, le choix d'un lieu, d'une latitude en fait, semble avoir été déterminant à Karnak. On a choisi une latitude sur la Terre pour implanter des mégalithes, parce qu'à cette latitude, le Soleil se couche sur la diagonale d'un rectangle qui vaudrait 3 sur le côté ici et 4 sur ce côté-là. Et donc ça va varier selon la latitude à laquelle on se trouve en fait sur la Terre. Et donc plus je vais monter vers le nord, plus mon rectangle va ressembler à un carré. Plus je vais descendre vers le sud, plus mon rectangle solsticial va devenir étroit. Et du coup, forcément, il peut y avoir des figures géométriques qui se dessinent. Un 3, 4, 5, un double carré, un carré par exemple. Et donc ça peut être un critère qui peut déterminer des latitudes particulières. Et donc Howard a montré déjà que la latitude des grandes pyramides, à l'époque de leur construction, c'est-à-dire en gros entre moins 2005 et moins 3000, voire moins 3002, eh bien globalement, l'angle pour former cette espèce de l'angle qui serait ici par exemple, là, si on mesure, ça fait la valeur 298,07, mais ça c'est un angle en partant du nord. Il faut retirer 270 degrés. Ce qui va nous donner un angle en fait de 28 degrés 07. Ça, c'est l'angle solsticial. À cette latitude-là, à l'époque des pyramides. À l'époque des constructions de Krukuno, c'était 36 degrés 87 à cet endroit-là. Donc je vais y revenir après sur cet angle, et je vous donne un exemple que Howard a rappelé déjà dans plusieurs conférences. Le temple de Karnak, plus au sud de l'Égypte, il est connu pour un coucher de soleil dans son axe au moment du solstice. Et ce qui est intéressant, c'est que ce temple de Karnak, si on regarde son orientation, elle s'intègre dans un double carré. Donc ça, c'est les principes de l'astrogéométrie. Karnak qui est plus au sud, l'angle ici, c'est 26 degrés 56, et ça correspond à la latitude de Karnak à l'époque de sa construction. Mais les pyramides sont un peu plus au nord, et ce n'est pas le même angle, on a vu, c'est un peu plus grand. Du coup, quelle est la figure géométrique qui correspond à cet angle-là? C'est un triangle de proportion 8, 15, 17 en nombre entier. Ce sont donc un triangle de Pythagore, parce qu'en fait, sur l'hypoténuse, ici, vous n'avez pas 17,2 ou 16,95, vous avez un nombre entier. Et donc ça, c'est le troisième triangle de Pythagore. Vous avez le 3, 4, 5, le 5, 12, 13, le 7, 24, 25 et le 8, 15, 17. Ça fait partie des premiers triangles pythagoriciens. Tout à fait. Tout à fait. C'est-à-dire qu'effectivement, l'astronomie peut permettre de recalculer à quel moment on aurait pensé les choses. Quand on fait les estimations, de toute façon, les datations des pyramides, globalement, c'est entre moins 2005 et moins 3002, quand on prend la fourchette la plus large. Et là, ce calcul-là, il marche dans cette fourchette-là. Il y a d'autres éléments qui pourraient le valider, autres que celui-ci au niveau astronomique. Donc ça, c'est curieux. Est-ce que c'est une coïncidence? Bon, alors admettons, on va laisser un peu de place au doute. Pour l'instant, je me dis, bon, ok, c'est intéressant. On y reviendra plus tard, et puis on pourra peut-être lever le doute avec d'autres éléments que je vous amènerai après. Mais en tout cas, si on veut utiliser l'astronomie comme critère pour déterminer le lieu, voici une méthode. Et il y en a une autre. Parce que là, on a parlé d'une orientation astronomique à plat, sur l'horizon. Mais il peut aussi y avoir un choix qui est lié à la hauteur à laquelle le Soleil va monter dans le ciel. Parce que selon qu'on se trouve près du pôle Nord ou près de l'équateur, la position du Soleil dans le ciel ne va pas être la même. Et donc ça peut aussi être un critère. Ça peut aussi donner lieu à des propriétés particulières qui auraient pu avoir été remarquées par les Égyptiens et les avoir encouragés à se dire oui, c'est sûr, c'est vraiment là le super endroit qu'il faut qu'on utilise pour nos grandes pyramides. Donc ça, c'est un gnomon chinois, pas un gnomon égyptien, c'est un exemple. Et donc vous voyez l'idée, c'est que selon au solstice d'été et au solstice d'hiver, le Soleil n'étant pas à la même hauteur, eh bien on a ici une partie de notre construction
dont le rayon du soleil au solstice d'hiver, lorsqu'il est au point le plus haut, vient suivre cette pente. Clac. Au solstice d'été, c'est la pente du socle ici. Donc ça, c'est des choses connues qui sont utilisées en Chine, mais ça ressemble quand même vachement à un obélisque, par exemple. Et on sait que les Égyptiens utilisaient des gnomons. Il y a des publications, il y a des scientifiques, il y a des égyptologues qui ont montré à travers des textes, à travers l'iconographie, il leur paraît évident que les Égyptiens ont utilisé ce genre de procédure pour orienter les temps, pour faire des mesures. C'est un truc connu. Et au fait, les pyramides, finalement, ça pourrait aussi faire des gnomons. Je suis étonné, on ne s'est pas posé la question. Prenons un exemple. La pyramide de Khéops. Donc certes, elle se trouve à cet endroit-là sur Terre, au Caire, mais en plus de ça, elle a une géométrie particulière. Elle a des proportions, c'est pas une pyramide toute plate, elle a une certaine géométrie. Et à l'endroit où elle se trouve sur la Terre, lorsque le Soleil se trouve à son zénith au solstice d'hiver, il se trouve à 36 degrés de latitude, à l'époque de la construction ici, hein. Je parle de l'époque où ça a été construit, donc autour de entre moins 2005 et moins 3000. Donc voici ce que ferait le rayon de soleil lorsqu'il monte à son point le plus haut, si on peut imaginer, il ne pourrait pas passer par-dessus la pyramide. Alors, à quel moment est-ce qu'il va suivre exactement la pente de la pyramide, le soleil? Eh bien, il y a 2 moments dans l'année, le 1er mars et le 10 octobre. Il va suivre exactement cette pente, le soleil va monter à son zénith à une hauteur qui fait que les rayons du soleil vont être parallèles à la pente. Ça pourrait être sympa, ça, à filmer, si on filmait cette espèce de phénomène, ça doit être particulier. Alors ce qui est dommage, c'est qu'il manque le parement, mais je pense s'il y avait eu le parement lisse, à voir ce phénomène-là, ça va, je pense, extrêmement joli à voir sur la pyramide. Et puis, ben, il y a quand même une autre date intéressante à aller voir, un autre extrême qui va être le solstice d'été, par exemple. Et donc, solstice d'été, le soleil à cette latitude-là, à l'époque des grandes pyramides, il montait à 84 degrés. Ce qui donnerait ceci. C'est la bouilloire qui se déclenche. Ça va, ça vous dérange pas? Tu l'as éteint, ouais. Et ben, regardons un petit peu ces angles-là. Par exemple, 84 degrés, cet angle-là. Comparons-le à ce petit angle-là de 36 degrés. Voyons quel est le rapport proportion entre les deux. 84 au 36, ça fait 7 tiers. Regardons maintenant ce petit angle-là de 36 degrés. Comparons-le avec l'angle qu'il y a ici. 84 moins 36 divisé par 36, ça nous fait 48 sur 36, ça fait 4 tiers. Intéressant. Enfin, 84 degrés par l'angle de la pyramide, ça nous fait 1,62, pas tout à fait un 618. Alors, on va faire la même chose qu'on a fait tout à l'heure, on va regarder les dates entre le 1er mars et le 10 octobre. Si je pars du 1er mars et que je compte les jours, 1er mars, 2 mars, 3 mars et ainsi de suite, et que je vais jusqu'au 10 octobre, il va s'écouler 225 jours. Ensuite, entre le 10 octobre et le 1er mars, je vais compter les jours. Alors, il va s'en écouler 140. 140 plus 225, 365. Le rapport entre les deux, 365 sur 225, 1,622. Si je fais 365 sur 140, 2,607. Ah, c'est pas tout à fait le nombre d'heures au carré. Par contre, si je fais la moyenne des deux valeurs que j'obtiens et que j'essaie de voir qu'est-ce que ça a comme valeur proche du nombre d'or, par exemple, la moyenne de ces deux valeurs, ça nous donne 1,618,44. Et en fait, on ne pourrait pas être plus précis parce que dans une année, il n'y a que 365 jours. Si on voulait être plus précis, il faudrait qu'on ait 15 000 jours. Et là, on pourrait choisir le jour qui va bien. On ne peut pas être plus précis que ça, en fait. Si je veux essayer de trouver plus précis, je ne peux pas. Parce que mon échantillonnage de nombre de jours dans l'année n'est pas suffisant. Et les Égyptiens, alors ça peut paraître assez farfelu ce que je vous raconte là, quoi. Et tu fais des calculs de dates. Mais j'ai pas sorti cette idée de nulle part, quoi. Comme dit Jean-Pascal, souvent l'humain n'invente rien. Et je me suis inspiré d'autres chercheurs qui ont eu une autre démarche, mais qui m'a donné l'inspiration. Guy Priskin a fait une publication
publié dans Göttinger, voilà, je ne sais pas prononcer l'allemand, et c'est pas récent. Et là, il s'est intéressé à un truc super intéressant. Il a, à partir de dates indiquées sur un temple, et des textes qui indiquent que le temple, on a démarré à poser la première pierre à une date précise. Puis on a attendu 25 516 jours pour poser la dernière pierre du naos, par exemple. Je ne sais plus ce que c'est dans le texte. Puis ensuite, on a démarré la construction du pronaos et on a attendu un certain nombre de jours. Mais c'est des durées très longues. Vous voyez ici, c'est 41 286 jours. Ça fait à peu près 116 ans. C'est la durée de construction d'un temple, 116 ans. Et le temple, il est bien plus petit que la Grande Pyramide. Hein. On parle de temples voilà, qui ne sont pas en volume, c'est 100 fois moins grand que la pyramide et ça s'est fait en 116 ans. Ben, il n'empêche que ça, c'est indiqué sur un texte. Et les dates, il a eu la curiosité, l'audace, de regarder les rapports qu'il y a. Et qu'est-ce qu'il a découvert? Vous avez vu là ici, 1,61804. Le nombre d'or ici, là, c'est 1,618,034. Une précision incroyable. Et il a comparé ça il a trouvé ça sur plusieurs dates qui sont indiquées dans ces textes. Donc c'est pas du tout un truc farfelu. Alors il a fait ce constat étonnant. Et pour les Égyptiens, en fait, la construction du temple, elle est régie dans le temps aussi par quelque chose d'important, les nombres en fait. Donc c'était important de montrer cette publication-là, parce que c'est de là que j'ai eu l'inspiration de chercher effectivement des dates. Et ce qu'on vient de voir dans la diapo d'avant, l'histoire de la pyramide avec ses histoires d'angles, de zénith, différentes dates, solstice d'hiver, solstice d'été, et qui prolongent la pente, ce que l'on a vu là, les rapports 7 tiers, 4 tiers et les nombres d'or, ça marche à cette latitude-là, à cette époque-là. Ça ne marcherait pas si j'allais plus au nord. Il faudrait changer la géométrie de la pyramide. Alors, à Khéops, je me suis amusé à calculer des petites choses. Si on utilisait un gnomon à cette latitude-là, si on posait un gnomon, qu'on attendait le soleil au zénith à l'équinoxe, qu'est-ce qui se passerait? Alors, dans mon exemple ici, j'ai pris une hauteur. Je suis parti à l'envers. Je suis parti du nombre qui mesure une unité. Et je me suis dit quelle serait la hauteur du gnomon. Dans ce cas-là, la hauteur du gnomon, par calcul, c'est 1,7331. Et les gens qui sont férus d'astronomie, qui s'intéressent au cycle de la Lune et aux éclipses, savent qu'il y a 173,31 jours entre chaque éclipse sur la Terre. Alors on n'a pas une éclipse qu'on voit, nous, depuis la France, tous les 173 jours, 3. Et sur la Terre, il se produit un phénomène d'éclipse solaire ou lunaire, partiel ou pas, tous les 173,31 jours. Et donc c'est assez drôle de se dire qu'à cette latitude-là, eh ben, le rapport entre 1 et la hauteur du gnomon, c'est numériquement la même chose que l'année draconitique qui est en jour. Alors évidemment, c'est pas la même chose. Là, j'ai une valeur voilà, où j'ai mis 733, pardon. Mais d'un point de vue juste analogique, la suite de nombres, c'est la même. C'est curieux. C'est curieux. Ça pourrait déterminer pourquoi on a choisi ce lieu, parce que à l'équinoxe, qu'importe la date. C'est vrai aujourd'hui, c'était vrai il y a 5000 ans, c'était vrai il y a 10 000 ans. Ce qui n'est pas le cas pour les solstices. Mais par contre, ça peut permettre d'être un critère intéressant. Alors, pour un petit peu faire une conclusion intermédiaire sur l'astronomie, il apparaît évident que les monuments égyptiens sont aussi placés en des endroits précis en fonction de critères astronomiques. Les dates, les pentes, les orientations des monuments permettent de déterminer un lieu précis pour lesquels les phénomènes astronomiques seront possibles. Et par ailleurs, il faut s'imaginer, moi j'arrive assez bien à imaginer que c'est les savants de cette époque-là, s'ils veulent construire un monument important pour eux, ils vont chercher un lieu qui présente des propriétés exceptionnelles. Un temple exceptionnel, on trouve un lieu exceptionnel. C'est une pensée où on essaie de faire vraiment le mieux du mieux, quoi. Alors, explorons un petit peu autre chose, la mise en relation avec d'autres monuments.